C'est une grosse contrainte, ça, sur l'hélicoptère, l'aspect énergie? C'est une grosse contrainte également parce qu'on est limité en termes de puissance. On recharge avec des panneaux solaires qui sont localisés au-dessus de l'hélicoptère. Idéalement, on aurait voulu avoir beaucoup plus de zones pour ces panneaux solaires, mais on était limité en termes de masse également. Donc, on a dû faire avec la zone maximale que vous pouvez voir sur l'hélicoptère lui-même. Moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est la partie antennaire et la partie propagation. Et là, je me pose la question, tu nous as dit que les propagations, ça se fait souvent sol-sol. Est-ce que le sol de Mars, niveau propagation, ça se passe comme le sol de la Terre? C'est une Vous avez très, pu très bonne vérifier? question. C'est une très, très, très bonne question. La première chose qu'on a fait, c'est étudier la propagation. Donc, la plupart de ces calculs ont été faits, c'est juste des maths. Très rapidement, on s'est rendu compte que même si on a une très bonne connaissance de la permittivité du sol sur Mars, on a beaucoup d'informations là-dessus qui ont été fournies par des missions précédentes. On s'est rendu compte que ça n'a aucun impact sur les liens de communication à très longue distance, tant que la surface est plus ou moins plate. Et on a choisi des zones pour pouvoir démontrer le vol du Mars hélicoptère où la surface est relativement plate. Donc, pour ces raisons-là, il y a très peu de différence entre une communication sur Terre. Les tests qu'on a fait en Californie près du JPL étaient parfaits parce que du coup, les niveaux d'humidité sont très faibles. C'est le genre de choses qui ont un impact et il y a très peu de végétation. Donc, on est vraiment très proche de l'environnement sur Mars. Nous dire que si tu avais fait des tests en Bretagne, ça n'aurait pas été très bon alors. Exactement. D'accord. Ensuite, il y a d'autres contraintes également. Quand on développe des antennes sur Mars et on injecte des niveaux de puissance dans des antennes, on a des problèmes qui sont très différents qu'on n'a pas sur la Terre. On est dans un environnement où les niveaux de pression sont... on n'est pas en vacuum, mais non, on est dans un niveau de transition. Et ce n'est pas idéal quand on a des niveaux de radiofréquence, de puissance qui sont élevés, même si pour le Mars hélicoptère, ils sont relativement toujours faibles, on est autour de 1 watt. On doit vérifier qu'il n'y a pas des problèmes de ionisation qui pourraient dégrader les performances des antennes complètement au point de ne plus pouvoir communiquer du tout. Quand tu nous as expliqué l'hélicoptère, il va monter, il va descendre, des choses comme ça. Est-ce que c'est des Mhm. choses que vous pouvez prévoir à l'avance, qui sont déjà programmées? Est-ce que vous pouvez les modifier? Oui, donc comme je le disais, l'hélicoptère est très autonome. Donc tout a été préprogrammé au préalable. Donc tout ce qu'on va faire, c'est envoyer une commande à l'hélicoptère pour lui dire tu peux procéder et l'hélicoptère va faire son premier vol. D'accord. Donc Et là, on a, vous avez pas de moyen de modifier ce qui était prévu. Si des fois vous vous rendez compte qu'il y a des choses plus intéressantes à voir que d'autres. il y a toujours des moyens de pouvoir faire des updates. D'accord. C'est juste dans des cas non idéaux si on a des problèmes. Donc, lorsque je parlais de tests dans l'environnement de Mars et niveau de puissance injecté dans l'antenne, c'est un problème que l'on a dans l'atmosphère de Mars. C'est ce que l'on appelle claquage électronique. La plupart du temps, on fait des tests dans le labo pour pouvoir démontrer qu'on n'a pas ce problème-là. Dans ce cas-là, ces tests sont extrêmement coûteux. On a adressé cette problématique par des analyses. On a décidé de ne pas faire ces tests parce que du coup, en comparaison avec le budget de la mission, ça avait pas réellement de sens. Donc du coup, ça, c'est le genre de décision qu'on a fait en se basant sur le bon sens d'un ingénieur. Nasser, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment la communication se passe entre Ingenuity et la Terre? Oui, donc la communication entre Mars Hélicoptère et la Terre, elle se fait par le biais de l'hélicoptère jusqu'au rover, le rover jusqu'à l'orbiteur et l'orbiteur jusqu'à la Terre. Il y a des systèmes qui sans doute doivent coûter un petit peu plus cher ou nécessitent des études un peu plus poussées. C'est quoi? C'est plutôt entre la Terre du coup et l'orbiteur ou c'est Toutes ces technologies ont été développées il y a plusieurs décennies. On améliore les antennes et les radios à chaque mission pour essayer de pousser
les débits de communication. Tu fais référence au fait que ces missions opèrent pendant de très très longues périodes. Pour chaque orbiteur, on utilise des radios qui ont beaucoup d'héritage d'une mission à une autre, qu'on améliore. Donc du coup, ça nous permet d'améliorer les performances d'une mission à une autre sans recommencer à zéro. Donc du coup, ça nous permet aussi de ne pas exploser le budget pour chaque mission. Par Est-ce exemple, que... oui. J'aurais pas dû te couper. Non, vas-y. Non, c'est par rapport à ça. Est-ce que, en fait, moi, je me pose toujours la question quand il y a comme ça des liaisons d'assez grande distance, on a du mal à se rendre compte des distances. Donc, est-ce que là, tu sais, par exemple, le temps qu'il faut entre la Terre et Mars, entre l'orbiteur qui est sur Mars, est-ce qu'il y a un petit délai aussi de transmission entre l'orbiteur et le rover? Évidemment, je pense qu'entre l'hélicoptère et le rover, c'est quasiment instantané. La communication entre l'hélicoptère et le rover est presque instantanée. Ceci dit, pour envoyer des images de très haute qualité, ça prendra plusieurs minutes. Ensuite, mais ça, c'est dû à la taille des images. Ensuite, pour les communications entre le rover et l'orbiteur, on a des contraintes, bien entendu, on doit avoir vue sur l'orbiteur pour envoyer ces informations. Les communications sont faites à des fréquences autour de 400 MHz. Pour ces communications, c'est aussi presque temps réel. Enfin, le dernier lien de communication est entre l'orbiteur et les stations de base sur la Terre, qui sont de très, 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 très grandes antennes. Pour ces liens de communication, on est contraint par la distance entre Mars et la Terre. Cette distance, bien entendu, change constamment. Idéalement, pendant la phase d'atterrissage du rover sur Mars, on était autour d'une unité astronomique équivalent de 149 millions de kilomètres. Et à cette distance-là, ça prend autour de 9 minutes pour pouvoir envoyer une information jusqu'à la Terre. Et ça, c'est dû à la vitesse de la lumière. Nasser, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, donc l'équipe là qui travaille vraiment sur l'aspect communication, sur l'hélicoptère, est-ce que tu peux nous dire comment elle s'organise et combien vous êtes? Oui, pour l'équipe de télécommunication, on est autour de 6 ingénieurs. Il y a un responsable et qui s'occupe de l'interface entre le projet et l'équipe. Et ensuite, au niveau de l'équipe, c'est une équipe on est tous au même niveau, il n'y a pas de hiérarchie ou quoi que ce soit, et on a tous différentes responsabilités. Dans mon cas, j'étais responsable de livrer les antennes, les câbles de radiofréquence entre l'antenne et la radio. J'étais aussi responsable de tous les tests de démonstration qu'on a fait. Il y avait une personne qui était responsable de tous les tests pour la radio. Il y avait une personne qui était responsable de la partie programmation de la radio. Et voilà. Et il y a plus de personnes aussi qui étaient responsables de tester la radio elle-même et les performances de la radio.